Bonjour à tous, je m'appelle Delphine, je suis interne en dermatologie et aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie du chapitre sur les dermatoses faciales qui porte sur la rosacée et la dermite séborrhéique. Rien d'original dans le plan, on va faire une première partie sur la rosacée et une seconde partie sur la dermite séborrhéique. La rosacée, c'est une dermatose qui est extrêmement fréquente, notamment dans les pays occidentaux. Le diagnostic est clinique, il n'y a pas besoin de faire de biopsie ou d'autres examens complémentaires. C'est une dermatose plutôt féminine, avec 2 femmes atteintes pour un homme, qui va toucher des femmes et des hommes de phototype clair, avec des yeux clairs, une peau claire, donc plutôt phototype 1, 2, voire 3. C'est pour ça qu'on la retrouve majoritairement dans les pays occidentaux. Et en ce qui concerne l'âge, c'est une dermatose qui peut apparaître dès l'âge de 20 ans avec un pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Il existe 3 grandes formes cliniques de rosacée. La forme vasculaire avec une part paroxystique et une part permanente qui peut être plus ou moins associée à des papules et des pustules qui va donner la forme inflammatoire, la forme papulopustuleuse, la plus caractéristique de la rosacée. Et enfin, beaucoup plus rare, ces formes-là peuvent être associées à la forme hypertrophique, aussi appelée rhinophyma. La rosacée va toucher essentiellement la zone médiofrontale, le nez, les joues, le menton et également le cou, ça c'est plutôt pour les flushs. Dans la forme vasculaire, comme je viens de vous le dire, on va avoir la forme paroxystique et la forme permanente. Donc la forme paroxystique, c'est ce qu'on appelle les flushs ou les bouffées vasomotrices. C'est un érythème paroxystique, plutôt de localisation visage, notamment les joues et le cou, accompagné d'une sensation de chaleur, sans signe systémique associé, qui va durer quelques minutes et qui va être déclenchée notamment par les variations de température, par la consommation d'aliments ou de boissons chaudes, par la consommation d'alcool et par la consommation de plats épicés. En plus de cette forme paroxystique, peut être associée une forme permanente. Donc dans cette forme-là, on va retrouver des télangiectasies, ce qu'on appelle la couperose, donc notamment au niveau des joues et du nez, sur un fond d'érythème permanent. C'est la rosacée érythémato-télangiectasique. On va également retrouver la forme inflammatoire, la forme papulopustuleuse. Donc là, on a de multiples papules et pustules sur les zones à risque, les joues, le nez, le menton, la zone médiofrontale, sur un fond d'érythème permanent. C'est ce fond d'érythème permanent qui va permettre le diagnostic différentiel avec l'acné. Parce que dans l'acné aussi, on retrouve des papulopustules, ça fait partie des lésions inflammatoires superficielles, mais dans l'acné, au lieu que ces papulopustules soient sur un fond érythémato-télangiectasique, il sera sur un fond de séborrhée, de peau grasse, avec des lésions rétentionnelles type microkyste et points noirs. Dans l'acné, nous n'aurons pas non plus de flush et le terrain est différent. On est sur des patients plus jeunes, de la puberté jusqu'au début de la vingtaine. Enfin, on retrouve la dernière forme, une forme beaucoup plus rare qu'on appelle la forme hypertrophique ou rhinophyma. Donc là, pour le coup, on n'est pas du tout sur le même terrain que la rosacée habituelle. Le rhinophyma se trouve pour la très grande majorité chez les hommes, 95 hommes pour 5 femmes, et ce sont des patients généralement plus âgés, à partir de l'âge de 50 ans. Alors le rhinophyma, cliniquement, c'est le nez qui va être tout rouge, qui va être augmenté de volume de manière diffuse avec une dilatation des orifices pilaires. Et donc la peau va progressivement s'épaissir, va devenir fibreuse et on va avoir cet aspect très caractéristique et un petit peu caricatural qu'on appelle aussi la trogne. Les sources sont contradictoires, mais pour vous, il faut retenir que l'alcoolisme n'a pas de rôle dans le rhinophyma. Et à noter que les traitements ne fonctionnent pas, les traitements médicaux ne fonctionnent pas. Aucune crème, aucun médicament Péros ne permet l'amélioration de ces formes hypertrophiques. Il faut passer par des chirurgies, par des lasers un peu complexes. Plusieurs facteurs déclencheurs de la rosacée sont suspectés et ils rejoignent un petit peu les facteurs déclencheurs des flushs. On va retrouver le climat continental qui offre des variations d'amplitude thermique assez importantes, l'exposition solaire et le travail dans les ambiances chaudes. La rosacée, c'est une dermatose faciale qui a une évolution chronique par poussée, mais avec l'âge, on a tendance à observer une diminution, voire une disparition des phases papulopustuleuses.
Quelque chose de très important à avoir en tête, ce sont les complications oculaires. Un patient sur 3 à un patient sur 2 va avoir des signes ophtalmo tels que une xérèse ophtalmo, une conjonctivite, une blépharite ou une kératite. Ça, ce sont des complications qui ont un retentissement majeur sur la qualité de vie, donc il faut bien les avoir en tête. Maintenant, on va passer à la seconde partie du topo qui porte sur la dermite séborrhéique. Donc tout comme la rosacée, c'est une dermatose faciale qui est extrêmement fréquente, qui va toucher 1 à 3% de la population générale en France. Le diagnostic est clinique, pas besoin de faire de prélèvement, pas besoin de faire d'écouvillonnage, c'est un diagnostic en un coup d'œil. Le terrain est un peu différent, va plutôt toucher le jeune adulte de sexe masculin entre 18 et 40 ans. Et tout comme la rosacée, il s'agit d'une dermatose chronique qui évolue par poussée, qui va avoir tendance à être aggravée par le stress et les émotions et qui va être améliorée l'été. Le traitement est purement local, contrairement à la rosacée ou à l'acné où on peut avoir un traitement per-os, là c'est uniquement un traitement par crème. La physiopathologie est encore mal connue. On suspecte très fortement le rôle de la levure Malassezia, puisque les zones les plus atteintes de dermite séborrhéique sont les zones les plus riches en levure Malassezia, et de plus, les traitements antifongiques sont efficaces. Cependant, il n'y a pas de corrélation entre la densité de la flore et la gravité de la pathologie. Le rôle du sébum n'est pas clairement démontré, mais est suspecté, puisque les localisations de dermite séborrhéique sont préférentiellement dans les zones séborrhéiques. Même s'il y a le rôle de la levure Malassezia, c'est une dermatose qui est considérée comme non infectieuse et non contagieuse. Dans la forme commune de l'adulte, la localisation la plus fréquente, c'est le visage. Donc au niveau du visage, on va avoir un érythème qui va être surmonté par de petites squames grasses, facilement décollables, et donc elles vont être préférentiellement localisées au niveau des zones séborrhéiques, donc la lisière antérieure du cuir chevelu, la glabelle et les sourcils, voire au niveau du bord ciliaire des paupières dans les formes sévères, le sillon nasogénien, mais également la moustache, la barbe, le menton dans les formes sévères. La présence des squames permet le diagnostic différentiel avec la rosacée, qui, je rappelle, la rosacée se fait sur un terrain érythémato-thiélangiectasique sans squames. Cependant, il peut y avoir chez une même personne la présence concomitante d'une rosacée et d'une dermite séborrhéique, et ça porte alors le nom de dermatose mixte du visage. Une autre localisation fréquente qui peut être isolée ou associée à la localisation du visage, c'est la teinte du cuir chevelu. Donc au niveau du cuir chevelu, on peut avoir les formes vraiment modérées, qu'on appelle pityriasis capitis, où finalement c'est juste un état squameux pelliculaire du cuir chevelu, et ensuite on peut avoir jusqu'à des formes très sévères qu'on appelle pityriasis amniantacée, où là on va vraiment avoir un casque, si vous voulez, qui va engainer les touffes du cuir chevelu. La dermite séborrhéique du cuir chevelu peut être asymptomatique, mais peut aussi s'accompagner de démangeaisons ou de sensations de brûlure. Toujours dans la forme commune de l'adulte, on va également retrouver une atteinte du tronc, notamment de la région presternale, où là on va avoir des petites plaques érythémato-squameuses avec des petites squames grasses qui vont facilement s'enlever, circinées ou annulaires. En fait, finalement, ça va être les mêmes lésions que l'on retrouve au niveau du visage sur le torse. Également, on peut avoir une atteinte des régions génitales. En termes de diagnostic différentiel, on a d'une part le psoriasis. Alors le psoriasis, vous savez que la lésion élémentaire, c'est une plaque érythémato-squameuse, donc finalement c'est la même lésion élémentaire que pour la dermite séborrhéique, sauf qu'on sera plus sur des squames sèches plutôt que sur des squames grasses. Mais il est vrai que quand le psoriasis va être localisé dans des zones de dermite séborrhéique, par exemple la lisière antérieure du cuir chevelu, les sillons nasogéniens, ça va être impossible de distinguer une dermite séborrhéique d'un sébopsoriasis, et donc ce qui va permettre la distinction entre ces deux pathologies, c'est l'atteinte d'autres zones bastions pour le psoriasis. Si vous avez une personne qui a des lésions érythémato-squameuses de la glabelle, des sillons nasogéniens, mais qui en plus va avoir des grosses plaques psoriasiformes au niveau des coudes et des genoux, c'est un psoriasis.
L'autre diagnostic différentiel, c'est la dermatite atopique, même si chez l'adulte, c'est quand même assez facile de faire la différence. La dermatite atopique, on sera sur quelque chose de sec, qui va toucher notamment le cou et le visage, mais qui va avoir tendance à dépasser des zones de la dermite séborrheique. Dans la dermite séborrheique, par exemple, on n'a pas trop d'atteinte des pommettes et des joues, on n'a pas trop d'atteinte du cou. Là, dans la dermatite atopique, on aura une atteinte mal limitée au niveau des joues, au niveau du cou. Maintenant, on va passer à la forme du nouveau-né et du nourrisson. Donc la dermite séborrheique du nouveau-né et du nourrisson, c'est quelque chose d'assez fréquent qui débute après la 2e semaine de vie. Ça se localise préférentiellement au niveau du cuir chevelu, sous la forme de croûtes jaunes qu'on appelle croûtes de lait, au niveau également du visage et au niveau du siège et des plis axillaires. Il existe une forme érythrodermique qu'on appelle la forme de liner moussus, donc là c'est une dermite séborrheique généralisée qui va atteindre plus de 90% de la surface du nouveau-né, mais c'est quelque chose qui est quand même de bonne évolution, qui va avoir tendance à s'améliorer spontanément. L'érythrodermie de liner moussus et d'une manière générale la dermite séborrheique du nourrisson peut être un mode d'entrée dans le psoriasis et la dermatite atopique. Ce qui va permettre de faire la distinction à l'état initial entre dermatite atopique et la dermite séborrheique, c'est que dans la dermatite atopique du nouveau-né, on aura plutôt le siège qui sera épargné, alors que le siège est une atteinte privilégiée de la dermite séborrheique du nourrisson. On peut avoir des dermites séborrheiques particulièrement sévères, étendues, résistantes au traitement, et ça survient sur des terrains particuliers, donc notamment les patients atteints de maladie de Parkinson ou ayant des syndromes extrapyramidaux iatrogènes, les patients qui sont traités pour des cancers des voies aérodigestives supérieures, les patients qui sont porteurs de VIH et les patients alcooliques chroniques. Pour terminer ce topo de dermatologie, comme d'habitude, les petits réflexes EDN. Les dermocorticoïdes sont contre-indiqués, je vous le rappelle, dans l'acné, dans la rosacée, mais également dans les infections cutanées telles que l'herpès, la varicelle, la gale ou les pédiculoses, et également sur les lésions ulcérées. Par contre, ils peuvent être utilisés en cure courte initialement dans la dermite séborrheique. Autre petit rappel pour les EDN, globalement, toute dermatose inflammatoire qui est particulièrement sévère, particulièrement chronique, particulièrement résistante à un traitement bien conduit, doit conduire à la réalisation d'une sérologie VIH. L'état VIH d'un patient va avoir tendance, d'une manière globale, à aggraver toutes les dermatoses sous-jacentes. Merci pour votre attention, bon courage pour les révisions et à bientôt pour un nouveau topo de dermatologie.